Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de l'OIT sur l'avenir du travail. Cette émission aborde toutes les questions clés qui sont liées au monde du travail, ses défis, les profondes transformations qu'il est en train de connaître. Au micro, Gabriel Berhane, je travaille pour l'Organisation internationale du travail à Genève et aujourd'hui, nous aborderons l'épineuse question de la diversité et de la discrimination raciale sur le lieu du travail. L'OIT a récemment publié un livre intitulé « Le futur de la diversité » qui offre de nouvelles perspectives sur le concept de la diversité et le rôle que la diversité peut jouer dans le monde du travail de demain. L'ouvrage aborde des questions telles que l'égalité des sexes, la discrimination fondée sur l'âge, la violence à l'égard des personnes LGBTI, la migration et la diversité ethnique et enfin la discrimination raciale. C'est donc sur cette dernière que nous allons nous pencher et pour en parler aujourd'hui avec moi, deux invités. Christiane Kupsch, spécialiste principale en politique migratoire au Bureau international du travail à Genève. Vous êtes également politologue, spécialisé en relations internationales. Vous avez publié de nombreux ouvrages, notamment sur l'intégration des migrants sur le marché du travail, la gouvernance de la migration de main-d'œuvre. Bonjour à vous. Merci. Et puis nous recevons également Jeanne Almeida, docteur en sociologie, créatrice de contenu, chercheuse. Vous êtes notamment centrée sur les enjeux liés à la lutte antiraciste et vous êtes également très impliquée sur les questions LGBT. Bonjour à vous. Bonjour. Et bonjour à toutes les deux finalement. Et donc, commençons d'entrée de jeu. Selon un rapport de l'OIT, environ 1 travailleur sur 4 dans le monde est victime de discrimination sur le lieu du travail, la discrimination raciale étant l'une des formes les plus courantes. Alors, comment se manifeste cette discrimination raciale sur le lieu du travail ? Christiane ? Oui, je pense qu'il faut distinguer entre différentes formes de discrimination. Donc, il y a la discrimination directe, la discrimination indirecte et la discrimination systémique. Dans beaucoup de juridictions, la discrimination directe est reconnue s'il y a une intention et un motif illicite. On considère qu'il y a discrimination indirecte s'il y a des effets préjudiciables. Et par discrimination systémique, on entend des règles érigées en tant que système qui est discriminatoire pour certaines personnes, sans que ce soit forcément évident à première vue. Maintenant, la discrimination raciale peut se manifester sur toutes ses formes sur le lieu de travail. Mais comme dans beaucoup de pays, on a mis en place une législation qui sanctionne au moins la discrimination directe. On assiste aujourd'hui au développement d'un racisme de plus en plus caché, si j'ose dire. On va d'une discrimination raciale ouverte, flagrante, vers des formes beaucoup plus modernes et subtiles. Je pense notamment aux micro-agressions raciales sur le lieu de travail. Attendez. Micro-agression. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Est-ce que vous pouvez vous développer ? Oui. Par exemple, des échanges qui envoient des messages dénigrants ou qui ont pour effet d'exclure certaines personnes en raison de leur appartenance à certains groupes, comme des personnes racisées. Les micro-agressions sont verbales, comportementales ou environnementales et peuvent être intentionnelles ou non. Elles peuvent même sembler tout à fait anodines. Mais en tout cas, les individus ciblés vont vivre une catégorisation sociale et un sentiment de non-appartenance. Dans le futur de la diversité, Karine Bellemare et Éric Charret offrent de nombreux exemples de microagressions. Laissez-moi peut-être juste en donner une microagression très très commune. Admettons que je travaille dans une entreprise à Hambourg. 6 mois, avec mes cheveux blancs, ma peau et mes yeux clairs qui correspondent au stéréotype de l'Allemande, demande à ma collègue noire d'où elle vient et elle répond de Düsseldorf. Ça passe éventuellement si je m'arrête là. Mais si je continue en insistant, mais d'où viens-tu réellement? Où sont tes parents? Etc., etc. Là, je commets une microagression. J'envoie le message, tu n'es pas d'ici, tu es une étrangère. Je crois que beaucoup de gens ont subi ce genre de micro-agression sur le lieu du travail. Très très bien. Merci de nous avoir éclairé sur ce point. Jade, votre chapitre dans le futur de la diversité porte sur les femmes noires dans les milieux de travail féministes et aborde aussi le thème des violences vécues sur le lieu du travail. Quels en sont les points saillants pour nos auditeurs et nos auditrices ici ?
Merci pour cette question parce que, il faut vraiment comprendre que lorsqu'on a fait ce chapitre, nous, on voulait justement mettre de l'avant la manière dont, en tant que société, on a une façon de conscientiser la violence qui invisibilise, voire ignore entièrement d'autres types de violences. Justement, quand Christiane parlait de, microagression, c'est vraiment un terme qui a émergé pour mettre de l'avant la banalité de certaines expériences, la normalité de certaines expériences. Parce que lorsqu'on utilise le terme violence, je pense que la plupart des gens s'imaginent quelque chose d'énorme, des cris, des coups par exemple, ou quelque chose, un incident bien spécifique qu'on peut cibler, qui a commencé à 8 heures, qui s'est terminé à 10 heures avec des interventions. Donc, quand on utilise le terme violence, on pense à quelque chose d'éclatant. Et quand on utilise le terme microagression, c'est vraiment faire comprendre quelque chose de banal, de normal, presque tout ce qui, quelque part, structure nos expériences au quotidien. Donc, quand nous, on a fait notre chapitre, on s'est vraiment concentré sur l'expérience des femmes noires au sein des milieux féministes, parce que, également, les milieux féministes sont supposés, du moins, être des espaces de sécurité, des espaces sécuritaires pour les femmes. C'est un peu l'image que l'on a de ces espaces. Et c'est lorsqu'on a rencontré ces femmes noires qui travaillent, qui sont entrées au sein de ces organismes féministes, beaucoup ont dit, j'ai rejoint ces espaces parce que je voulais travailler dans un endroit où je serais en sécurité en tant que femme et je pourrais travailler à la sécurité d'autres femmes. Et nous, on voulait montrer en fait qu'il existe des expériences de violence au sein de ces espaces parce que, en tant que femmes noires, elles sont rentrées pas uniquement en tant que femmes, elles sont rentrées également en tant qu'individus noirs. Et ce sont des espaces qui se sont beaucoup définis en termes de genre et ont beaucoup réfléchi bien sûr aux violences genrées, mais malheureusement ce sont des espaces qui historiquement n'ont jamais réfléchi aux enjeux et dynamiques raciales et la manière dont, notamment en tant que femmes blanches, elles participent à ces violences également. Elles bénéficient, elles ont certains privilèges au sein de, bien sûr, d'un système structuré au sein de un système structuré autour d'une hiérarchie raciale. Et donc, lorsque des femmes noires sont entrées au sein de ces espaces, elles ont eu le choc de vivre des violences qu'elles pensaient être en sécurité, mais en plus de vivre des violences qu'elles n'arrivaient pas même à mettre le doigt dessus, c'est-à-dire à comprendre vraiment, à expliquer qu'est-ce qui se passait, parce que justement, elles ne conscientisaient pas que ces expériences relevaient de la violence, parce que ce n'est pas comme ça qu'on pense les violences. Donc notre chapitre, c'était vraiment de mettre en avant la banalité et l'existence de ces violences pour les femmes noires au sein d'organismes féministes et attirer l'attention sur le fait que c'est un véritable fléau actuellement parce que on a cette pas cette mode, n'exagérons pas, mais on a cette dynamique de vouloir faire absolument entrer la diversité. On peut être on peut avoir un regard critique là-dessus, mais vouloir faire entrer la diversité au sein d'espaces de travail qui historiquement ne les ont jamais inclus. Et qu'est-ce que cela déclenche comme type de dynamique? Quelle violence arrive lorsque justement on fait rentrer cette diversité, mais qu'on n'a pas fait le travail préalable justement de recevoir cette diversité? D'accord. Alors, quelles sont les pistes de réflexion à votre avis? Comment les employeurs peuvent-ils s'efforcer de prévenir ces types de discrimination ou même d'y remédier? C'est une énorme question. Mais déjà, lorsque je dis qu'il y a un travail préalable à faire, c'est quelque chose que je répète souvent. C'est il faut pas tomber dans la tokenisation, il faut pas tomber dans l'embauche à tout prix. Lorsque des espaces de travail qui historiquement n'ont jamais été inclusifs ou représentatifs de certaines communautés, tout d'un coup décident que c'est quelque chose auquel il faut remédier, ce qui est en soi une bonne chose, bien sûr. Il faut prendre conscience de ces échecs ou de la manière dont une entreprise ou un espace de travail communautaire, ou une institution, un organisme, peu importe, a évolué avec le temps. C'est une bonne chose de vouloir l'adresser, mais l'adresser, ça veut dire être prêt à aller au fond du problème, c'est-à-dire avoir des conversations difficiles, c'est-à-dire être prêt à préparer avant avant l'embauche finalement, c'est-à-dire s'assurer que toute l'équipe comprend pourquoi on va aller chercher certaines embauches en particulier, c'est-à-dire s'assurer que le CA également a fait ce type de travail, c'est-à-dire ne pas seulement faire une offre d'emploi avec un petit message en bas, nous privilégions certaines candidatures issues de communautés minorisées. C'est vraiment s'interroger sur pourquoi est-ce qu'on va aller chercher cette communauté? Quel type? Est-ce que c'est on va embaucher une comptable pour faire le travail de comptable et il se trouve qu'en plus cette comptable est issue d'une communauté racisée, ou on va embaucher une comptable qui en plus de son travail de comptable va devoir faire le travail d'éduquer sur les enjeux raciaux, de s'assurer que les campagnes publicitaires sont correctes, de s'assurer que certains discours sont, vous voyez? Donc là, il y a un travail supplémentaire qui s'ajoute que l'employeur et toute l'équipe doit avoir discuté, réfléchi, mis en place avant de vouloir absolument recruter. D'accord, clairement. Christiane, à votre avis
sur cette question. Oui, donc les employeurs, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? À mon avis, il faut déjà commencer par le fait que les employeurs ne commettent pas les mêmes eux-mêmes des microagressions et d'autres types de violences sans s'en rendre compte, hein. Parce qu'en plus, si on parle de discrimination raciale plus subtile, voilée ou cachée, ça veut dire aussi c'est beaucoup plus difficilement identifiable et par conséquent aussi plus difficile à dénoncer. Donc il faut garder tout ça à l'esprit. La discrimination systémique, elle est notamment soutenue par des stéréotypes et des préjugés. Dans de nombreux métiers ou secteurs économiques, nous avons tendance aujourd'hui d'avoir une image collective du travailleur type. Et ceux qui ne ressemblent pas à cette image sont alors considérés comme des autres et ils courent le risque accru de devoir surmonter divers obstacles avant de trouver un travail même et puis aussi pour conserver leur travail. Ils sont aussi également susceptibles d'être exposés de manière disproportionnée à des formes plus ou moins subtiles de discrimination et de violence sur le lieu de travail. À l'inverse, je dirais que les travailleurs types se rendent souvent pas compte, ils ont aucune conscience de leurs privilèges sur leur marché du travail, et c'est aussi le cas de beaucoup d'employeurs. Et donc, moi je dirais, pour prévenir les discriminations, il faut d'abord aussi combattre les stéréotypes et les biais. D'accord, je rebondis sur ce point, sur les stéréotypes. Jade, est-ce que vous pourriez, vous, nous donner un exemple de stéréotypes et des effets qu'ils peuvent avoir sur le lieu du travail? Tout à fait. Un des stéréotypes qui est beaucoup ressorti, lorsqu'on faisait les entretiens, c'était le stéréotype de la femme noire en colère. Et ça, c'est quelque chose qui avait un énorme impact sur le quotidien des personnes que l'on rencontrait parce que, comme elles étaient perçues comme potentiellement des individus qui auraient tendance à se mettre plus facilement en colère et donc à devenir violentes, elles devaient constamment faire très attention au ton qu'elles utilisaient. On a des personnes qu'on rencontrait qui nous disaient: «Moi, je fais très attention à toujours sourire, je fais très attention à dire bonjour, je fais très attention à ne jamais paraître agacée parce que je sais que à la seconde où je ne vais pas sourire ou juste être un peu agacée par quelque chose qui se passe au niveau du travail, on va me percevoir comme une femme noire en colère. Et lorsqu'on me catégorise comme une femme noire en colère, les conséquences peuvent aller extrêmement loin. Ça peut aller bien sûr à la punition, les remontrances, être renvoyée, ou ça peut être aussi l'ostracisation. Donc il y a différentes manières qu'elles sont punies d'être perçues comme ces potentielles femmes noires en colère. Mais ce que cela a un impact également, c'est qu'elles vont du coup se brimer. Donc elles vont par exemple, ne pas dire lorsqu'elles ne sont pas d'accord ou ne pas beaucoup argumenter parce qu'elles savent que si elles rentrent en argumentation, juste par exemple pour défendre un projet, ça peut aller très vite jusqu'à ce qu'on se dise: «Ah, tu es trop émotionnelle, tu es cette femme noire en colère». Ça, c'est un premier stéréotype qui est beaucoup ressorti. Un deuxième également que je voulais mettre de l'avant, qui est très spécifique, c'est le fait d'avoir associé les corps noirs à la servitude. Qu'est-ce que cela donne? C'est qu'on est actuellement, bon, moi je suis au Québec, on est dans une société à Montréal notamment où il y a une surreprésentation des femmes noires dans les emplois du care. C'est pas quelque chose qui est spécifique au Québec. Il y a énormément de sociétés où il y a une surreprésentation notamment de femmes racisées et plus spécifiquement de femmes noires dans les métiers du care. Et donc on a l'habitude, qui est donc bien sûr historiquement très important, qu'on pourrait passer des heures à expliquer, mais on est habitué à associer les corps noirs à des corps qui sont au service d'eux. Et lorsque le type d'impact que ça peut avoir au travail, même dans des emplois qui n'ont absolument rien à voir avec le care, des industries qui ne sont absolument pas dans le soin, c'est qu'on s'est rendu compte que les femmes noires qu'on interviewait, on s'attend d'elles à ce qu'elles soient au service d'eux. Donc on s'attend à ce qu'elles fassent le ménage, on s'attend à ce qu'elles organisent les fêtes, on s'attend à ce qu'elles apportent de la nourriture et qu'elles en distribuent à leurs collègues. On va systématiquement leur assigner des tâches et être étonné, surpris, voire choqué lorsqu'elles refusent, ou choqué de voir des femmes noires dire moi je ne vais pas faire ce type de tâche. Et ça, c'est quelque chose qu'elle dit: je reçois de mes collègues, je reçois de mes responsables, je le reçois aussi du public, par exemple que mon entreprise dessert, ou de la clientèle. Il y a une attente à ce que je sois là pour servir, et il y a un choc lorsque je refuse parce que ça va à l'encontre de ce qu'on s'attend qu'une femme noire soit, c'est-à-dire au service d'eux. Absolument. Je pense que beaucoup de nos auditrices ou de nos auditeurs ont déjà vécu ce genre de circonstances, et bien évidemment ça ne s'arrête pas là. Je cite un exemple ici, un rapport de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne par exemple, qui révèle que la discrimination fondée sur la race ou l'origine ethnique est un problème répandu dans l'Union européenne. Plus d'une personne interrogée sur 3 est issue d'une minorité ethnique ayant déclaré avoir été victime de discrimination lors de la recherche d'un emploi ou sur le lieu du travail. Qu'est-ce que vous en pensez, Christiane?
Bon, je pense que c'est énormément triste, hein. Et notamment, je pense aussi que c'est triste parce qu'il y a tellement peu de progrès qu'on a fait en la matière. C'est déjà au début des années 90 que l'OIT a lancé un projet sur la discrimination qui avait pour but de documenter la discrimination à l'accès de l'emploi. Je vais peut-être un peu parler de ce projet parce que la méthodologie était très intéressante et je trouve justement choquant qu'on a fait tellement peu de progrès depuis. Donc là, il s'agissait des tests pratiques ou de ce qu'on appelle aussi des fois des tests de situation. On forme des paires de candidats, comprenant toujours un candidat national et un candidat immigré ou d'origine immigrée, dont les caractéristiques correspondent à l'exception de leur origine ethnique ou nationale. Donc, ils ont les mêmes CV, etc. Et les deux candidats se présentent aux employeurs potentiels en réponse à des offres d'emploi. Et à l'époque, on a trouvé des niveaux très élevés de discrimination qui ont été bien documentés. Et pour moi, c'est super choquant de voir que 30 ans plus tard, il ne semble pas beaucoup de progrès visibles. Et bon, des fois, on peut se demander à cette question-là, est-ce qu'on a fait au moins peut-être le progrès qu'on ait dit, on peut parler de discrimination, ce qui n'était pas forcément le cas il y a 30 ans. Donc ça, peut-être, c'est un petit progrès. D'accord. Jade, vous avez un point de vue sur ce point? C'est sûr que c'est particulièrement triste, comme vient de le mentionner Christiane. Pas étonnant en soi, hein, quand on pense qu'il faut vraiment comprendre que le milieu de travail n'existe pas dans un vacuum de normes sociales. La société continue d'être structurée par des systèmes d'oppression bien spécifiques qui ont été largement étudiés et forcément, le milieu du travail, c'est le microcosme du macrocosme. Donc, il y a des avancées, il y a des résistances, il y a des barrières. Je ne suis pas étonnée, mais parfois, on a tendance à en devenir cynique. Voilà, non, non, tout à fait. Donc, alors, si on essaye vraiment d'essayer de trouver des solutions concrètes, comment pouvons-nous nous assurer que sur ces lieux de travail, ces lieux soient réellement inclusifs, accueillants pour les personnes de toute race et de toute origine ethnique? Christiane? Oui, je dirais d'abord, il faut commencer par combattre les discriminations et les violences, car la diversité est entravée par ces discriminations et violences. En effet, les travailleurs minoritaires peuvent être découragés par ces situations et quittent les lieux où ils sont maltraités. Évidemment, ça, ce n'est pas sans laisser trace sur la suite de leur carrière professionnelle, donc une sorte de cicatrisation sur leur parcours. Et c'est aussi à ce moment-là que les inégalités peuvent se perpétuer. Perpétuer, bien sûr. Jade, peut-être un point de vue aussi là-dessus. Bien sûr, moi, le premier conseil que je répète tout le temps, il faut s'organiser. Ça demande une organisation massive. Ce n'est pas un enjeu qu'on peut tacler de manière individuelle. Donc, ça veut dire rejoindre des organismes, ça veut dire rejoindre des syndicats, ça veut dire se mobiliser, créer des collectifs. Il y a un rapport de force qui est très important et il y a un rapport de force qu'il faut pouvoir renverser. Et pour qu'on renverse un rapport de force, il faut qu'on s'organise collectivement. Donc, systématiquement, mon premier conseil, c'est toujours de dire allez chercher un syndicat, allez chercher un organisme, allez chercher un collectif, organisez-vous en mouvement parce que les violences que vous subissez au sein de votre espace de travail, vous ne serez pas les seuls. Vous ne serez pas seuls à vivre ces violences et donc vous avez besoin d'avoir du soutien et vous avez besoin d'avoir du groupe. Et ça demande un mouvement. Et également, ne pas hésiter à utiliser les politiques. Donc, ça veut dire allez chercher, lorsque vous rentrez dans un milieu de travail, demandez à voir ces politiques antidiscriminatoires, demandez à voir quels sont les textes qui ont été mis en place pour vous protéger. S'il y a un incident, c'est quoi les procédures? Un premier gros red flag en anglais, donc drapeau rouge à remarquer, c'est lorsqu'une entreprise ou un espace de travail dit vouloir avoir une approche inclusive, avoir une politique diversité, etc. Et lorsqu'on leur demande d'accord, quel est le processus si je dois me plaindre, quelles sont les politiques mises en place pour me protéger, est-ce qu'il se passe quelque chose, je peux prendre des jours pour m'en remettre, et cet organisme dit qu'il n'y a absolument rien, c'est un énorme red flag. Ça veut dire que c'est un organisme qui n'a pas pris, enfin un organisme, une entreprise, excusez-moi, je travaille en organisme, donc c'est toujours la première chose qui me vient en tête, mais ça veut dire que c'est un espace de travail qui concrètement n'a pas mis en place les structures qu'il faut pour mettre en action leurs paroles. C'est un premier red flag. Vraiment, dans ces cas-là, fuyez. Au niveau des employés, qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans la lutte contre la discrimination raciale au travail? Comment les individus peuvent-ils contribuer à créer peut-être un espace de travail plus équitable?
Je pense que pour avoir un impact au niveau des employés, employeurs, employés et l'espace de travail sont fortement liés. Donc c'est sûr qu'il faut qu'il y ait comme une synergie, que tout s'aligne pour pouvoir améliorer l'expérience des personnes racisées au sein du milieu de travail. Ça demande du coup d'avoir du temps, ça demande d'avoir des ressources. Ça veut dire, et quand j'ai dit ressources, c'est dédié du financement, dédié des emplois, dédié du temps, dédié d'avoir des rencontres sur le sujet, dédié d'avoir même des plans d'action avec des objectifs très concrets à atteindre. Ça veut dire, oui, on pense bien sûr à des formations, bien, mais les formations sont toujours un peu limitées dans ce qu'ils peuvent avoir en termes de concret. Ça veut dire aussi avoir un regard très accru sur l'enjeu de pouvoir. Donc, qui a le pouvoir au sein du milieu d'emploi et qui en a le moins? Qui est le plus à risque au niveau de rester au sein de cet emploi et de subir au sein de cet emploi, et comment est-ce qu'on peut contrecarrer ce pouvoir? Donc, ça veut dire pour parfois aller à saboter certaines missions parce que tout simplement, ça va à l'encontre du bien-être des personnes racisées au sein de ces espaces. Lorsque on parle du milieu de travail de manière très générale, mais on s'entend que c'est pas tous les emplois où il faut absolument avoir à cœur de recruter une diversité, parce qu'il faut vraiment comprendre qu'on parle de systèmes extrêmement larges. Et donc, il y a des milieux d'emploi qui ne sont pas des milieux qu'on vise à réformer, et que là, il faut carrément faire une révolution. Donc, je fais attention à ne pas avoir un discours qui semble dire tout milieu de travail, il faudrait qu'on puisse s'y intégrer. Mais lorsque je dis en termes de collègues également, revenir au basique, c'est-à-dire avoir une écoute des personnes racisées au sein de ces espaces. Quand je dis une écoute active et empathique, mais une écoute qui débouche sur des actions. Donc, ça veut dire ne pas tomber dans une personne dit je vis ce type d'expérience par rapport à ma collègue, ça fait plusieurs fois que j'adresse l'enjeu, il n'y a rien qui change. Il faut que l'écoute soit absolument suivie d'action. C'est pour ça que je reviens encore une fois aux procédures. Il faut qu'il y ait des procédures mises en place dès le départ pour intervenir, parce que veut pas, il y a des situations entre collègues qui arrivent à un stade où ça va demander une intervention qui va au-delà des formations. Ça peut aller jusqu'à, on va devoir prendre des interventions punitives pour pouvoir protéger la personne racisée au sein de ces espaces. Et je suis pas sûre, parfois, lorsque j'entends les conversations, je suis pas sûre qu'on ait conscience. Est-ce que vous êtes prêts à avoir ce type de discussion? Est-ce que vous avez des comités qui vont pouvoir revoir comment est-ce qu'on intervient dans ce type de situation? Est-ce qu'on fait de la médiation? Qui va faire cette médiation? Est-ce que la personne qui va faire la médiation est une personne racisée, par exemple, qui comprend les dynamiques raciales au sein de ce milieu de travail, qui peut nous former également sur ces sujets-là? C'est pour ça quand je dis qu'il faut être préparé, il faut se préparer à toutes ces situations qui peuvent aller extrêmement loin en termes de violence. Absolument. Alors, je voudrais juste vous poser une dernière question. Est-ce que vous pensez que une culture favorable et adaptée aux besoins d'une main-d'œuvre diversifiée est possible? Christiane, je vais commencer par vous. Oui, je dirais que on y arrive. Je pense qu'il faut d'abord peut-être avoir un certain leadership. Donc, la façon de diriger une entreprise ou une organisation joue un grand rôle. Et d'ailleurs, plusieurs chapitres dans le futur de la diversité soulignent ce fait. Hein. Et je pense aussi que et là, je suis d'accord avec une des autres auteurs dans le futur de la diversité, Katarzyna Anula-Bobbitt, qui met en avant que par la suite, par le futur, on a probablement une autre génération de dirigeants. Elle dit que la génération Y, qui est aussi des fois appelée les milléniaux, vont transformer le concept de la diversité en le liant beaucoup plus à l'inclusion de ce qu'on fait actuellement. Donc, pour ces personnes-là, la diversité consiste à travailler, à collaborer avec des personnes de plusieurs horizons, et probablement, donc à l'avenir, on aura une autre façon de penser sur la diversité, et donc je pense qu'on peut aussi changer les cultures. D'accord. Jade, la même question. Est-ce que si vous projetez un peu vers l'avant, vous pensez que cette culture favorable et adaptée aux besoins d'une main-d'œuvre diversifiée sera possible? Dépend de la journée à laquelle on me pose la question, parce qu'en fonction de ce que j'ai vécu ou pas, ça peut être pleine de cynisme ou pleine d'espoir. Puis j'ai tendance à espérer un futur anticapitaliste, donc j'espère un futur où on sera plus obligé de travailler à ce point. Mais je dirais qu'il y a eu quelque chose de très intéressant pendant la période, très intéressant entre guillemets, mais la période Covid, je veux dire avec les confinements et les accommodements qui ont tout d'un coup été disponibles, je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à garder en tête, ou du moins à maintenir en place, parce
que cette période nous a montré que le milieu du travail pouvait s'accommoder, et notamment s'accommoder aux besoins de personnes qui étaient le plus à risque. Le fait de travailler à distance, par exemple, je rappelle que c'est une demande qui est faite par les communautés de personnes en situation de handicap qui existent depuis des générations. Ça fait des générations que ce sont des communautés qui demandent à pouvoir travailler à distance, et systématiquement, on leur répond c'est trop compliqué, c'est pas faisable, ce qui crée une barrière supplémentaire à l'accès au travail, parce que pouvoir avoir un accès à un espace public, c'est une barrière en soi pour les personnes qui ont des enjeux d'accessibilité. Et donc, il y a cette barrière à l'espace de travail qui aussi impacte les personnes racisées, parce que je rappelle, il y a des personnes racisées qui sont en situation de handicap. Mais donc, du coup, on a ces communautés qui, depuis des années, demandent à ce qu'on mette en place la possibilité de faire un travail à distance, qui a toujours refusé. Arrive Covid et tout d'un coup, là, on a le monde entier qui accepte de travailler à distance parce que les personnes non en situation de handicap en ont eu besoin. Bon, c'est un peu cynique de se rendre compte qu'il a fallu que la majorité en ait besoin pour que tout d'un coup ce soit possible et que ça bénéficie aux personnes en situation de handicap, justement en termes d'accessibilité, également aux étudiants. C'est quelque chose qui est très demandé par la communauté étudiante. Mais on voit comment, lorsqu'il y a un événement majeur, ce qui était considéré comme impossible, tout d'un coup se met en place en l'espace de quelques semaines et devient même une norme, au point de renverser. Actuellement, on a des espaces où plus de 50% sont des emplois qui restent à distance, tout simplement parce que c'est juste plus accommodable pour les personnes qui vivent très loin du centre-ville. Les personnes racisées, notamment, habitent rarement au centre-ville ou proche de leur emploi, parce que discrimination à l'embauche fait qu'on a moins de moyens, bien sûr, discrimination au logement, fait qu'il y a aussi cette barrière et cette discrimination lorsque vous venez d'un quartier défavorisé, lorsque vous venez d'un quartier qui n'a pas un très bon réseau de transport, ce qui est le cas de beaucoup de communautés racisées, ce qui est aussi le cas à Montréal. Ça crée une barrière dans le type d'emploi auquel vous pouvez postuler. Le travail à distance a permis d'enlever ce type de barrière, ou du moins de les diminuer. Je suis partie dans un très long exemple pour montrer qu'il y a quand même des révolutions qui se font en quelques semaines, qui changent notre rapport au travail, qui ont des conséquences extrêmement quand même positives pour beaucoup d'entre nous. Donc ça me donne de l'espoir, parce que je me dis, OK, si on a pu en quelques semaines, quelques mois avoir ce shift au niveau de l'organisation du travail qui a bénéficié à beaucoup, et on parle maintenant d'avoir une revitalisation de certaines campagnes ou certaines villes, parce que des personnes peuvent maintenant partir plutôt que de rester au centre-ville, retourner dans des lieux beaucoup plus isolés et y travailler à distance. J'ai de l'espoir qu'on peut avoir d'autres changements drastiques, et je suis d'accord avec l'exemple de la nouvelle génération. Et cette nouvelle génération me donne beaucoup d'espoir, parce qu'elles ont un rapport au travail qui est complètement différent, par exemple, de la génération de mes parents, qui n'est pas je vis pour le travail, mais je travaille juste pour pouvoir me permettre de payer mes passions, et il y a certaines choses que je refuse de vivre. Et notamment, si je vis ce type de violence, je m'en vais. Et je trouve que c'est quelque chose, il y a un rapport de force, un rapport de pouvoir qui se renverse avec cette génération, que je trouve extrêmement vivifiante et que j'applaudis. Eh bien, c'est sur cette belle note d'espoir que nous allons nous quitter. Christiane Kupsch, Jade Almeida, merci pour cet éclairage sans complaisance sur la discrimination raciale sur le lieu du travail. Merci également aux auditeurs, aux auditrices qui nous ont rejoints pour cette édition spéciale des Voix au travail. Ce podcast sera bien évidemment disponible en ligne, et si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur la diversité, la discrimination raciale, vous pouvez consulter notre site web à l'adresse voices.ilo.org. J'espère évidemment vous retrouver très très vite lors de notre prochain épisode du podcast de l'OIT sur l'avenir du travail. Merci, à très bientôt.